Bon, on commence. On commence. Et bonjour. Voilà. Donc, vu l'affluence record, on va tout de même pouvoir interagir facilement, j'imagine. Donc, j'aurais tendance, pour lancer un peu le débat, à vous demander, avant que je reprenne la parole, s'il y a des événements durant ces derniers mois, on va dire depuis juillet jusqu'à maintenant, qui vous ont marqué, qui ont retenu votre attention, au-delà des événements personnels. Est-ce qu'il y a certaines informations que vous jugez troublantes, problématiques, ou pas, au contraire, on vit des moments particuliers, je trouve, mais est-ce qu'il y a des éléments, c'est ça, qui ont retenu votre attention? Ce sera l'occasion de passer à développer le livre et de lancer une discussion. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez mentionner, voilà, qu'on a vu dans l'actualité dans ces derniers mois? Ça peut être tout récent, hein, mais, ou pas spécialement. Situation géopolitique, donc guerre, et au risque de guerre, Ukraine, Gaza, Ukraine, c'est ça, effectivement. Donc les guerres en tout genre, les massacres de populations civiles, effectivement, donc ça c'est un thème. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont retenu votre attention? Ça peut être international, ça peut être français, oui. Peut-être en lien avec la guerre, le conflit israélo-palestinien, ce sera l'implication des grandes entreprises technologiques comme Microsoft qui fournissaient. C'est tout à fait juste. Directement, ça fait rappeler peut-être IBM pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. IBM et l'Holocauste, je suis bien informé, effectivement. La guerre est un business. Elle l'est encore aujourd'hui. C'est ça. Donc, le sang génère des dollars et la destruction des rendements financiers. Ça l'a été à l'époque. Tu évoques ce livre, IBM et l'Holocauste. De nombreuses grandes sociétés américaines ont réalisé des profits énormes pendant la Seconde Guerre mondiale en travaillant avec l'Allemagne nazie, il faut le savoir. Donc voilà, les guerres, effectivement, financement des guerres, situation géopolitique. Oui, pardon? Peut-être quelque chose plus lié à l'environnement, les incendies de forêt qui continuent. Incendies de forêt. Qui contribuent aussi à la perte de la biodiversité. Voilà, la perte de biodiversité. Qui nous permet de vivre. Voilà, c'est ça. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je demandais si vous aviez à l'esprit des événements qui vous ont marqué durant ces derniers mois. Des événements marquants. Je t'en prie. Le côté bataillère de plus en plus marqué. Accentué côté français avec ce monsieur-là. Le président ici présent, l'annonce de la vente de 100 rafales. On ne sait pas qui va payer. Ce matin, un service militaire à partir de 18 ans, on est payé pour les volontaires, 800 à 900 € par mois. Donc c'est vraiment les déclarations du général le plus gradé Oui, c'est ça. sur le fait qu'il fallait se préparer à envoyer ses enfants. Ça, c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de réactions, on en a eu quelques-unes, mais ceux qui poussent à la guerre ne vont jamais la faire, ni eux, ni leurs proches. Et c'est tout insupportable. Au Panthéon, on trouve une déclaration de Badinter par rapport au massacre antisémite pendant la guerre. Je le cite de mémoire, il va dire « On pensait la bête gavée de sang après 6 millions de personnes massacrées, elle ne l'était pas, elle en veut plus. » Donc je le paraphrase, on pensait la guerre, on pensait la bête gavée de sang après 2 guerres mondiales, elle en veut plus. Donc il faut réagir. À l'époque, ici même dans cette ville, il y avait un Jean Jaurès qui était suivi par tout de même une foule innombrable, qui s'est fait assassiner. Aujourd'hui, vous avez un chef d'état-major dans ce pays qui annonce tranquillement qu'il va falloir sacrifier les enfants de ce pays. Pardon? Au nom de quoi? La bête veut plus de sang? Il faut dire stop. Non, on ne veut pas mourir, on ne veut pas tuer, on veut vivre, on veut la paix. Il y a d'ailleurs eu relativement peu de réactions. Oui, j'étais assez surpris, je dois dire. Donc je faisais allusion à Jean Jaurès, on peut imaginer comment il aurait pu réagir. Non, là, finalement, quelques réactions ici ou là, mais ce type est un fou furieux. Défendu par Macron, d'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là? Oui, je vous en prie, madame, vous voulez dire quelque chose? Oui. Par exemple, quand on parle de faire des wagons dans le métro spéciaux pour les femmes, pour préserver la tranquillité des femmes, j'ai l'impression qu'on traite le problème à l'envers et qu'on ne traite pas d'abord le problème comme il le faudrait. Et c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'on n'a pas d'autres, où on a l'impression que de toute façon la classe politique ne veut pas voir le problème, ne veut pas traiter les problèmes comme il se doit. Certainement, certainement. Les événements dans la vie, il y en a plein. Oui, oui, qui se succèdent. Bien sûr, il y a tout l'aspect géopolitique international, mais non national. C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai voulu essayer de faire dans ce livre, sans traiter de la question que vous venez de mentionner, c'est de mettre en lumière les liens entre ces différents problèmes. Ils ne sont pas à considérer de manière isolée, ils forment un ensemble, et on ne peut pas les résoudre de manière isolée. Alors, tu as fait allusion au problème, à la question climatique, au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, à juste titre, mais cette question, on ne peut pas la résoudre en la considérant uniquement elle seule. Elle est liée à la question sociale. Alors, par exemple, tout de suite, par exemple, les émissions de CO2. Les accords de Paris stipulent qu'il faudrait, pour préserver une augmentation de la température de 1,5 ou 2 degrés, ce que personne pense réalisable maintenant, à la fin du siècle, il faudrait qu'on soit 1 ou 2 tonnes de CO2 équivalent par tête. On est, suivant les pays en Europe, suivant les personnes, entre 10 et 12 et 14. Par là. C'est l'ordre de grandeur. Un monsieur comme Elon Musk, ou un monsieur comme Bezos, pour ne pas les citer, dès que ces individus possèdent un superjet, plus un yacht privé, etc., ils sont environ à 10 000 tonnes de CO2. Et on voudrait arriver à 1 ou 2 tonnes. Donc ce sont des délinquants environnementaux, pour être clair. Un individu comme Elon Musk utilise son jet privé plus d'une fois par jour. Ils vont même au COP, vous savez, ces fameuses COP, la dernière au Brésil, avec leur jet privé, certains d'entre eux. C'est une provocation, c'est une délinquance complète. Il faudrait que ça soit interdit, que ces appareils soient utilisés de manière exceptionnelle. Et quant au super yacht, que ça soit utilisé en Méditerranée pour sauver ceux qui fuient des dictatures ou qui cherchent à échapper à un chaos dans tel ou tel pays du Sud, qu'on puisse sauver ces gens-là. Donc il y a une véritable arrogance qui n'a d'égal que leur incompétence à gérer les questions du monde. Vous savez, l'économie, j'étais prof, je suis à la retraite, l'économie signifie, si on remonte à la racine, la bonne gestion de la maison commune. Eh bien, force est de constater que cette maison commune est de moins en moins commune et qu'elle est gérée de manière catastrophique. Vous avez une petite élite au dernier étage de la maison qui fait ce qu'elle veut, qui impose à tous ceux qui sont en dessous, c'est juste en dessous qu'il y a des forces de l'ordre pour la protéger, les médias, puis qui impose à tout le reste une situation catastrophique. Donc, encore une fois, si on revient au sens du mot économie, eh bien c'est extrêmement manuel. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Oui, je voulais dire qu'on a parlé des guerres, on a parlé de Jaurès, donc effectivement c'est un problème central. On entend parler de la conscription, on entend parler de la guerre. Alors il y a des aspects évidents tout de suite. Les guerres, ce sont des massacres, des déportations, des destructions, mais il y a un aspect qu'on n'aborde pas assez souvent et qui me paraît très important. C'est qu'on a vu, ça peut se produire, au Moyen-Orient, ça se passe en Afrique, la guerre, ce sont des destructions infinies de patrimoine, c'est-à-dire de connaissances humaines, de la mémoire humaine. Ouais. Donc ça aussi, il y a cette espèce très important à mon avis, parce que c'est Victor Hugo qui disait qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, ça vaut pour les individus, pour les civilisations. Et donc là, on est face à quelque chose. Par exemple, je me souviens de Trump qui disait qu'il menaçait un pays de détruire son patrimoine s'il ne lui achetait pas le F-65 ou je ne sais quoi. Ou par exemple, Elon Musk qui dit, quand il posait la question en dehors, et qui disait, quand on aura tout détruit, on ira sur Mars. Et je pense que c'est un aspect qui n'est pas souvent abordé, mais la destruction de la mémoire, c'est quelque chose de essentiel. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'exposition concernant Gaza, à l'Institut du monde arabe, donc justement une destruction radicale de toutes les traces d'une population donnée. Une destruction à grande échelle. Alors,
je reviens à notre point, encore une fois, tout est lié. Ces armes, elles sont financées par des grandes banques, par des banques centrales aussi. Et c'est pas seulement les armes, c'est aussi le guidage, il y a toute la dite intelligence artificielle dans un monde stupide. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des massacres. Donc c'est des sociétés comme Palantir, comme Google, comme même Airbnb, qui repère les logements, certains logements en Palestine, donc qui participent à ce massacre. Donc les économistes aiment bien parler de la production, de la fonction de production, mais c'est un monde de destruction à grande échelle. Il faudrait qu'ils sortent de leur bulle et qu'ils comprennent dans quel monde on vit, qui détruit bien plus qu'il ne construit aujourd'hui. Voilà, donc, ça m'amène au monde économique, en économie, qui est vraiment dans sa bulle, qui est incapable de raisonner au-delà, de comprendre qu'un autre monde pourrait être possible avec d'autres règles économiques. Donc les règles telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, enseignées, bon, on dirait qu'elles sont comme des lois physiques, elles apparaissent comme des lois physiques sur lesquelles on n'a aucun impact. Même la loi physique du ruissellement est présentée en économie, donc le ruissellement vers le bas. Les économistes, pour la plupart, il y a toujours une minorité dont je fais moi partie, devraient reconnaître que ce ruissellement n'obéit pas aux lois de la pesanteur, puisqu'il ruisselle vers le haut, en l'occurrence, et que la fortune s'accumule vers le haut, contrairement à ce qu'ils disent. Donc l'économie supposait être une règle et supposait être une science sociale, et donc à partir de là on peut changer de société si on veut d'autres règles économiques. Ce n'est pas figé à jamais. Ceux-là même qui le 14 juillet chaque année, dont la personne qui est ici en particulier donc, célèbre avec une grande pompe la fin des privilèges, soi-disant, on profite à grande échelle, parce que les privilèges sont là. À grande échelle, effectivement. Différents de ceux de 1789. Et donc ça nous amène dans l'impasse. C'est pour tout ce livre, stop, parce que quand on est dans une impasse, eh bien, ce qu'on cherche à faire, c'est de dire stop, pour réfléchir à une direction où on souhaiterait aller. Et la plupart des politiciens, qu'ils soient de droite comme de gauche, eh bien, eux, leur solution, c'est de dire accélérer. Dans le domaine économique, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de marché, plus de croissance. Pour les politiciens, plus de guerre. Non, pas de ça. Ça veut dire destruction de l'environnement, ça veut dire moins de biodiversité. Non. On cherche une direction qui correspond justement à la gestion de la maison commune, qui est aujourd'hui, encore une fois, très mal, qui est en mauvaise situation, et changer les règles pour aboutir vers un autre système. Rien n'empêche de le faire puisqu'il s'agit d'une science sociale. Avant 1789, encore une fois, qui est célébrée en grande pompe dans ce pays, il y avait d'autres règles. Elles ont été changées, sciences sociales. Voilà, donc ça c'est encore en introduction. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, je lirai peut-être un petit passage de mon livre juste par rapport au langage économique, mais à moins qu'il y ait quelques éléments. Non? Alors, j'ai parlé des économistes. Ils ont souvent un langage abscon, complexe, ennuyeux. Donc si on n'est pas du domaine, après quelques minutes, on peut faire autre chose. Et puis dans mon livre, j'ai essayé d'analyser cela. Moi, je cite un petit passage de manière brève. L'oligarchie est sa langue de bois. Page 34. À chaque forme de dictature est associé un certain mode d'expression. Un langage particulier, dont l'objectif est l'anéantissement de la pensée et la manipulation des masses. Il s'agit d'accompagner et de renforcer leur asservissement en détruisant les armes intellectuelles dont elles pourraient disposer. George Orwell, avec son fameux roman 1984, vient bien sûr à l'esprit. La langue est un instrument de destruction intellectuelle dans une dictature de type stalinien. Je cite, nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée?
À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera détruit. Je reprends le fil. La pensée se dégrade au fur et à mesure que l'ensemble des mots qui la portent se réduit non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Il devient toujours plus difficile de l'articuler lorsqu'elle est véhiculée par un substrat linguistique limité, à caractéristiques techniques et pseudo-scientifiques, inaptes à exprimer les nuances et subtilités de la pensée critique. Dans son livre LTI, la langue du Troisième Reich, carlien philologue, Victor Klemperer analyse les termes imposés et la propagande utilisée par la dictature nazie en vue d'asservir l'esprit. La langue du Troisième Reich déshumanise ses ennemis. Donc maintenant j'en viens au néolibéralisme. Celui-ci fanatise et mystifie en recourant à un vocabulaire appauvri, belliciste et répétitif. Il crée des mythes comme celui de la nécessité d'une croissance perpétuelle ou celui des guerres dites justes ou présentées comme telles par des tartuffes aux allures martiales. Il exige des sacrifices, c'est-à-dire entre autres de la chair à canon pour les satisfaire. Il emploie aussi une propagande nationaliste misérable, liée au militarisme, au faucon, à la compétitivité, ainsi qu'au mouvement MAGA ou Gaga en tout genre, dans sa version libertarienne. Galvaniser les foules reste d'actualité. Il y ajoute une dimension ayant trait à la finance casino, incompréhensible au commun des mortels. La destruction, ou plutôt la marginalisation et la modification du sens de certains mots s'accompagnent, dans le cadre du néolibéralisme, de l'emploi, voire de la création de termes complexes, techniques et d'acronymes du jargon de l'oligarchie. Je cite, donc stagflation, récession technique, vous avez dû entendre ces termes, politique monétaire non conventionnelle, je ne sais pas si le commun des mortels sait ce que sera la conventionnelle, assouplissement quantitatif, transaction à haute fréquence, produit d'effet de levier, volume de liquidité en circulation, plateforme de trading en ligne, crypto-devises, crypto-actifs, stable comme Bitcoin, hedge fund, FED, BCE, BNS, BRI, CO, CFO, ETF, la liste est longue. On en a soupé. Donc c'est un vocabulaire qui impressionne. Les gens se disent, ça a l'air sérieux, ça a l'air scientifique. Puis ils passent à autre chose. Et c'est un rideau de fumée. C'est un rideau complet de fumée. Ça permet de maintenir le commun des mortels à distance et de laisser aux puissants de ce monde organiser leur business. Et leur business permet de générer des niveaux de fortune inconnus jusqu'à présent. Inconnus de par leur montant et de par la vitesse à laquelle elles s'accumulent. Donc Bezos, juste pour donner un exemple, a augmenté sa richesse en un seul jour, c'était à l'époque le 20 juillet 2020, de 13 milliards, je n'ai pas dit millions, 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars en un jour, 13 milliards c'est le double de ce qu'ont reçu 1,3 milliard d'Africains, donc le double d'un continent. Tous les Africains, pauvres, riches, tous ensemble, c'est le double de ce qu'ils ont reçu en une journée. Une personne, Bezos, a reçu ce montant. Donc une journée, très rapide. Et donc j'ai fait un petit calcul dans le livre, ordre de grandeur par rapport au château de Versailles. Louis XVI était probablement l'homme le plus riche à l'époque, voire un des plus riches. Il a vécu dans son château qui avait été construit avant, dans ce château qui avait été construit au préalable, et ce château a été réalisé environ 50 ans. Ces 13 milliards, c'est environ 10 châteaux de Versailles. Pas en 50 ans d'un seul. Donc c'est tout et tout de suite. Un délire. Les économistes enseignent que toujours plus signifie toujours mieux. Donc ils enseignent ce que les médecins appelleraient la boulimie. Et la boulimie, c'est une maladie en médecine, mais en économie, c'est bien.
On veut plus. Donc on a pris un repas à midi, on n'a pas pris 2, 3 ou 10. Beaucoup d'étudiants dans ces domaines ont pour objectif de s'acheter des Porsche ou des Ferrari. Ils pensent que 2 Porsche c'est mieux qu'une Porsche. Et 2 Porsche et 2 Ferrari c'est mieux qu'une seule Porsche ou une seule Ferrari. Donc c'est une boulimie. Et ça atteint, il n'y a aucune raison que la richesse soit aussi concentrée en peu de mains. Je vais vous poser une question. Supposons que quelqu'un qui dispose, un milliardaire qui dispose de 100 milliards d'euros, supposons que cet individu ait sa fortune en billets de 100 euros, qu'il la mette par terre. Vous avez une idée de la hauteur qui représenterait 100 milliards d'euros? Qu'est-ce que vous diriez? Il s'agit de mètres, de kilomètres? Qu'est-ce que vous dites? 100 milliards d'euros en billets de 100. Vous avez un ordre de grandeur à l'esprit? J'ai été prof, je ne suis plus, il n'y a pas d'examen, donc on est entre nous. Comment? Ça va dans l'espace. Oui, pas loin, ils veulent aller sur la Lune de toute manière. C'est sur la bonne direction? Non. 120 km. 100 milliards d'euros, c'est 120 km de billets de 100 euros. Et quand je dis 100 milliards d'euros, il y en a qui sont plus, parce que 100 milliards d'euros, la personne qui a 100 milliards d'euros, c'est un loser par rapport à Elon Musk ou Bezos. Parce qu'ils sont à 300 milliards, 400 milliards, donc ils sont à 400 km peut-être. 120 km, c'est pour les losers. Et qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Ils sont malades. C'est une boulimie. Et ils sont défendus par le pouvoir politique. Une certaine photo ici. Donc voilà, les gens sont la main dans la main. Et pourquoi? Et pourquoi autant d'argent? Qu'est-ce que ça signifie? Une anecdote que je cite parfois, donc il y a une infirmière que j'ai rencontrée en Suisse qui avait été mise en contact avec, qui avait dû accueillir un trader qui avait eu un grave accident et donc elle était entre la vie et la mort et puis elle a pu l'installer dans sa chambre. Finalement elle lui a dit, vous comprenez encore, voilà, là, voici votre livre, vous avez une table de chevet et puis si vous avez la force, je peux vous aider, vous pouvez mettre une photo à côté de votre livre. Donc il lui a demandé de sortir de son sac, de sa valise, une photo. Vous savez ce que c'était? Ça fait Ferrari justement. Donc voilà les valeurs de ces gens-là. Et c'est eux qui sont censés maintenant représenter l'esprit des Lumières. Non, les Lumières sont éteintes. Et je veux dire, notamment du Panthéon, les Lumières sont éteintes, il s'agit des rallumées. Voilà, en fin d'introduction. Après ça, on peut parler. Bon, le temps est compté, là on a un quart d'heure encore, mais il y a beaucoup d'éléments qu'il faut être capable d'assimiler, de comprendre et de voir que les problèmes sont liés les uns aux autres. On a actuellement une caste au niveau mondial qui dirige. Alors bien sûr, la démocratie existe plus ou moins, mais de moins en moins, parce que sur les questions importantes, on n'est pas, on ne ment pas, si on est d'accord. Vous avez un individu, on parle de la guerre, qui décide tout seul. Ici, dans ce pays, s'il va y avoir la guerre ou pas. Même pas discuter au Parlement, d'ailleurs. Ouais. Au nom de quoi? Vous avez l'Union européenne qui décide de faire plaisir au roi d'Hongrie. Aucune consultation. On va lui acheter plus de pétrole, plus de gaz, plus d'armes, il sera peut-être content. Au nom de quoi? Donc, il faut rappeler à ces personnes qu'elles ont été élues pour les satisfaire, élues par des individus qui vivent sur ce continent, en Europe, pas pour satisfaire le roi d'Allemagne. Manifestement, ces individus supposés nous représenter ont d'autres idées en tête. Donc voilà, il faut en être conscient, c'est déjà important, et puis essayer d'agir en conséquence. Je vous en prie, madame. Jean, si vous le savez, j'en suis heureux, madame. Mais vous le savez, c'est très bien. Mais ça, c'est une question importante, c'est ça. Donc, on a évoqué. D'abord, je suis content que vous le sachiez, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas du commandant. Mais alors maintenant. Le peuple n'est jamais aussi con qu'on croit. Je ne dis pas qu'il est con, je n'ai pas employé ce terme, madame. C'est vous qui l'avez employé, c'est pas moi. Alors, fin des privilèges, je l'ai évoqué. Était à l'heure du jour en 1789, c'est à nouveau à l'heure du jour. Comment met-on fin aux privilèges? Alors ça, moi, je n'ai pas de réponse magique. Il faut mettre fin à ces privilèges qui sont insupportables. Et moi, je ne vois pas d'autre solution que des mouvements sociaux. Parce qu'un individu, ou un petit groupe d'individus, quel qu'il soit, ne peut pas résoudre cette question seul.
Donc c'est déjà faire tomber du piédestal dans nos esprits ces individus qui ont été placés là. C'est déjà un pas important. Et après ça, briser notre isolement, parce que chacun est isolé à sa manière. Et je ne vois pas d'autre solution que des mouvements sociaux. C'est-à-dire, en cas de guerre, se rappeler dans quelle direction poussait Jaurès, des manifestations, des grèves, y compris dans les usines d'armement, etc., pour être conséquent. Est-ce qu'on veut produire pour la vie ou produire pour la mort? Donc, des mouvements sociaux, effectivement. Promouvoir la vie et non pas la mort. Voilà, des grèves. Mais une grève, ce n'est pas un individu qui l'a fait, ni vous ni moi. À l'époque de Jaurès, encore une fois, il y avait des foules, des braves qui étaient capables de mener cela. Maintenant, elles sont plus discrètes. Mais moi, je ne vois pas de solution. Vous avez peut-être, et je suis content de vous entendre, si vous en avez. Mais moi, c'est ce que j'ai à l'esprit. Je ne fais pas confiance à la gauche pour résoudre ces problèmes aujourd'hui. Pas du tout. Il y a plusieurs gauches. Plusieurs gauches, oui, heureusement. Mais bon, par rapport aux déclarations du chef d'état-major, une gauche est absolue de réagir et l'autre réagit pour dire quoi finalement? Que ce n'était pas dans les prérogatives du chef d'état-major de dire cela. D'accord, mais donc la conséquence logique, ça veut dire que c'est dans les prérogatives du président. Alors ça veut dire que si lui le dit, ça passe. On suppose qu'il le dise bientôt. Mais si c'est le chef d'état-major, non. Mais c'est tout autant critiquable si demain Emmanuel Macron tient ses propos, c'est tout autant critiquable. Au nom de quoi voudrait-il sacrifier, pour reprendre ces termes, les enfants de la France? Au nom de quoi? Je vous en prie, monsieur. Malheureusement, on peut ajouter qu'il y a les formations politiques, mais aussi que l'essentiel des syndicats, ou les organisations syndicales, apparemment, ne sont pas sur une position absolument. Non, effectivement. Donc c'est ça le vrai problème, parce que je pense que la population est en mesure, comme on avait madame de protester, de refuser cette barbarie, ça se prépare. Mais ceux qui devraient être en mesure, si vous voulez, de donner des perspectives, de mobiliser, etc., pour l'instant, ne sont pas ordonnés. Non, non, non. Les syndicats, pour la plupart, ont d'autres perspectives. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'en 14, massivement, la jeunesse, oui, c'est ça. la guerre. C'est ça. 2 jours après, les dirigeants socialistes, les dirigeants internationaux, ont demandé à l'évoluer d'une façon générale, qui avaient voté si la guerre, on fait la grève générale, sont passés à l'Union nationale. Voilà. Tant en France qu'en Allemagne. Donc c'est plutôt ce type de problème auquel on va se poser. Non pas tant que la volonté n'existe pas dans la population, mais c'est que ceux qui seraient en mesure de donner des perspectives, pour l'instant, ne le font pas. Non, on sait, donc vous faisiez allusion à 14 et le Parti Socialiste en France qu'en Allemagne, on sait à qui on a affaire. Donc il est clair que ce ne sont pas des forces qui vont aller dans la bonne direction. Ce sont des forces qui poussent au nationalisme, et finalement à la barbarie, au militarisme, etc. Donc au moins on sait à quoi s'en tenir, il n'y a pas de surprise ici par rapport à 1914. Les gens Jaurès, supposé qu'il y en ait, ne sauraient être dans ce type de parti. Mais madame, vous avez peut-être des idées, je suis content de discuter avec vous. Je pense que c'est une bonne idée de relire l'origine du totalitarisme d'Hannah Arendt. Tout est dit. Tout est dit, les écrits, et on rejoint la pensée. C'est assez triste. Oui. Comment? Et pour vous, le totalitarisme, actuellement, vous le situez où? Donc, dans le monde entier, ou plutôt dans une partie du monde ou... C'est ça, ah, d'accord. C'est comme ça que je le vois aussi. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir? Là, on a encore quelques minutes, pas beaucoup d'ailleurs. Moi, oui, je voulais en fait vous demander quand même votre livre, finalement, si c'est simplement une dénonciation de ce qui se passe, je pense que c'est pas suffisant. La première chose, donc, est-ce que dans votre livre, pour le faire lire, pour le faire, il y a de quoi aller plus loin que le constat que vous faites? Et puis la deuxième chose, c'est, vous dites les économistes, mais moi je suis abonné depuis 40 ans à 20 ans à Alternative économique. C'est une revue qui, quand même, il y a des gens qui travaillent, qui font le
moi je ne dis pas, je dis que je fais allusion à la majorité, aux économistes traditionnels. Je ne l'ai pas dit tous, je n'ai jamais dit tous. J'en cite dans mon livre. L'exemple que vous mentionnez est tout à fait pertinent. Jamais dit tous, parce que ça serait exagéré, ça serait extrême, ça serait absurde. Jamais dit cela, ni pensé d'ailleurs. Je dis simplement que dans le domaine que moi j'ai observé, donc les économistes qui sont entre l'économie et la finance, vous avez deux groupes de profs, puis vous avez une minorité dont je fais partie. Il y a ceux qui perçoivent de l'argent des grandes banques, et il y a ceux qui aspirent à en percevoir. Et puis en dehors, il y a une minorité, effectivement, vous avez cité des exemples, on peut en citer d'autres, heureusement. Et donc ça, c'est une forme de corruption. Maintenant, pour revenir à votre première question, ben oui, tout à fait d'accord. Le constat est une chose, réfléchir aux solutions en est une autre. Comme pour un docteur qui constate, supposons qu'un docteur constate une maladie et puis ne donne pas de pistes, de médicaments, alors on aurait des soucis. Donc, les pistes sont mentionnées dans le chapitre 6, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'arrêter, c'est bien, pour partir en direction, c'est bien, maintenant quelle est cette direction? Donc, parce que une impasse, effectivement, on est confronté à une impasse, mais il y a d'autres impasses. Donc, il ne s'agit pas de changer de direction pour tomber dans une autre impasse. Et pour cela, il faut réfléchir. Donc, il faut lire, effectivement, peut-être que vous avez mentionné, madame, et d'autres. Il faut lire pour ne pas retomber dans une autre impasse. L'autre impasse, ça serait de se diriger vers ceux qui ont trahi en 14, par exemple. Ils sont toujours là, parti des socialistes. Il y a beaucoup d'impasses aujourd'hui. Et donc, je me répète, pour moi, je ne vois que des mouvements sociaux. Parce que 2 ou 3 individus ne vont pas changer les choses. Donc des mouvements sociaux, mais ça ne tombe pas du ciel. Donc à l'époque de Jaurès, il y avait des groupes qui lisaient d'études, qui lisaient des livres, qui réfléchissaient pour justement éviter les impasses. Ils sont tombés dans d'autres impasses, mais ça, ça ne se fait pas rapidement. Et pourtant, il faudra agir relativement rapidement. Sur la question du réchauffement climatique, on ne peut pas se permettre d'attendre encore 50 ans. On a sur nos épaules les responsabilités, et c'est particulier dans l'histoire, d'individus qui ne sont pas encore nés, de générations à venir, qui ont tout autant que nous le droit de respirer de l'air frais, de boire l'eau fraîche. C'est très très simple. Certains prétendent que c'est de l'extrémisme, mais c'est le b.a.-ba. Et ça nous est pris peu à peu. On en est là, par cette caste. Et dans ce sens-là, il faut agir. Et on est tous concernés, enfin beaucoup, une grande majorité. Donc que faire? C'est ça, c'est se réunir, briser l'isolement, se réunir. Bon là, on n'est pas nombreux, mais il y a d'autres exemples, heureusement, il y a plus de monde. Mais réfléchir à ce qui peut être manifesté. À l'époque de Jaurès, il y avait des manifestations à parler contre la guerre. Voilà, qui manifeste? À gauche, vous avez Glucksmann, qui pousse à la guerre. C'est pas le seul, heureusement, il y a d'autres causes, comme vous disiez, monsieur. Mais enfin, c'est tout de même insupportable. Qui donne des leçons de patriotisme à l'extrême droite. Mais où est-ce qu'on est? Donc oui, mon chapitre 6 est consacré à cela, après ça on est d'accord ou pas. Mais c'est le moyen de voir les choses en tout cas. Le constat ne suffit pas, tout à fait d'accord. Encore faut-il tout de même le faire. Monsieur. Oui, on entend souvent comme accusation toutes ces horreurs, ces excès des milliardaires et des multinationales, c'est la faute au capitalisme. Je trouve que c'est insuffisant et qu'il faudrait dire plutôt, j'appellerais ça, c'est la faute au puissancisme, et le puissancisme ou l'industrialisme, c'est autant communiste que capitaliste. C'est-à-dire que dans les deux théories de gestion de la vie dite moderne, il y a le même délire de puissance et le délire de concurrence. C'est-à-dire Attention. Je vous écoute. Que ce soit aux États-Unis ou en Russie, il y a une concurrence entre deux systèmes qui ont comme instrument de mesure la puissance économique. Ils se font concurrence, ils veulent démontrer qu'ils sont, par exemple, les premiers à aller sur la Lune, et plein de délires technocratiques. Et donc, moi, je trouve que c'est insuffisant de dire c'est la faute au capitalisme, parce que le puissancisme qui existe, par exemple, actuellement en Chine, c'est exactement la même chose, et ça provoque un encouragement à grimper le plus haut possible l'échelle sociale et à s'enrichir
Ok. Vous avez des milliardaires en Chine, comme vous avez des milliardaires aux États-Unis. Et autre petit point de détail, il y a un journal en France qui dit être sérieux, et ils osent écrire qu'un tel ou un tel a eu le prix Nobel d'économie, alors que le prix Nobel n'existe pas, mais ils s'auto-désignent prix Nobel, alors qu'ils sont seulement prix de la Banque de Suède. Très bien, tout à fait d'accord avec vous, sur la fin, pas du tout sur le début, c'est pour ça que le constat est très important, madame. Vous voyez que dans cette salle, déjà, le constat n'est pas le même. Je ne fais pas du tout le même constat que vous, pas du tout la même analyse. Donc vous avez dit, madame, on est tous d'accord, mais on n'est pas du tout tous d'accord, et je vous donne un exemple concret, merci d'avoir soulevé. Vous avez fait allusion au capitalisme, au communisme. Mon analyse est complètement différente. Le système chinois n'est absolument pas communiste, c'est un capitalisme d'État. La Russie, l'URSS a été un capitalisme d'État. Donc si on ne fait pas les mêmes constats, on va avoir des solutions chacun qui vont diverger. Vous voyez, madame, donc on fait tous le même constat. Non, on ne le fait pas. Je fais mon constat, il y aura d'autres constats dans la salle. Il faut réfléchir au constat qu'on fait. Est-ce que la Chine représente un communisme ou un capitalisme d'État? Mon analyse, qui n'est pas la vôtre, monsieur, chacun a le droit d'avoir la sienne, c'est que c'est un capitalisme d'État. Donc j'en reviens à la critique du capitalisme. Aujourd'hui, c'est un capitalisme financier qui règne sur le monde entier, tant aux États-Unis qu'en Chine et qu'en ex-URSS, et qui génère des méfaits. Et donc, et on a affaire à des oligarques, on les appelle comme tels en Russie, et ici c'est plus joli, on les appelle les CEO, n'est-ce pas, terme anglophone. Donc, la question est pour définir une solution, d'abord, est celle du constat. Et constat, ça se met d'accord ou pas sur ce qu'il est ce constat. Donc, simplement, entre Jaurès et aujourd'hui, il y a un phénomène qui a marqué l'histoire, qui s'appelle le stalinisme, et qui a embrouillé les esprits. Donc, une force qui se présentait communiste, qui a été représentée, qui en fait a été un capitalisme d'État, brutal, qui a dominé toute une partie du continent et qui a réprimé la révolution. Donc voilà, il faut faire le constat pour après ça réfléchir aux solutions. La Chine, Le communisme, c'est un capitalisme d'État, barbare, au plus haut point. Ça n'a rien de communiste. Rien de communiste. Donc voilà, tout simplement pour dire qu'il faut se mettre d'accord éventuellement sur un constat avant de parler de solution. Quant au prix Nobel, c'est tout à fait juste. Il n'y a pas de prix Nobel en économie. Monsieur Nobel ne souhaitait jamais donner un prix en son nom. Et donc c'est le prix de la Banque de Suède, en mémoire de Monsieur Nobel. Et si vraiment cette banque voulait respecter la mémoire de ce monsieur, elle aurait dû intégrer le fait qu'il ne voulait pas de prix en économie, ni en économie ni en maths. Donc les mathématiciens ont été de ce point de vue plus honnêtes, puisqu'ils ont développé leur propre prix, l'année d'Alfil. Mais c'est intéressant de remonter l'histoire d'ailleurs en Suède, à l'époque d'Olof Palme. Les économistes traditionnels, pas tous encore une fois, étaient dérangés par cette politique différente. D'Olof Palme, de certains sociodémocrates, même si c'était en rien révolutionnaire. Et donc ils ont voulu comme contrepoids avoir des économistes traditionnels, financés par la Banque de Suède, qui puissent dire, vous voyez, nous on est sérieux, pas de politique, mais on vous donne certaines lignes, et c'est les lignes de l'école de Chicago. Donc les marchés, la puissance des marchés parfaits, efficaces, déifiés. Et bon voilà, donc chaque année ils sévissent. On a eu un exemple cette année avec Philippe Aghion, un des trois, qui, comme par hasard, a été sorti du chapeau au moment de la discussion sur la taxe Zuckman, qui, sans aller très loin, va dans le bon sens. Parce que quoi, 32% sur des milliardaires, enfin des gens qui ont plus de 100 millions par an et qui augmentent leur fortune de 8 à 10% par an, c'est le b.a.-ba de 32%. Eh bien, il est sorti du chapeau au bon moment pour dire non, c'est une hérésie. Effectivement, c'est une hérésie pour ces gens-là. Donc le prix Nobel, vous avez tout à fait raison, n'existe pas. Il faut le remettre à sa place en économie. Et puis ça permet de mettre sur un piédestal des individus comme lui et d'autres, chaque année, qui vont défendre une certaine politique, à quelques exceptions près. Il y en a d'autres, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Mais c'est vraiment ce profil qui est cherché. Alors, vous avez un individu, je terminerai parce que je crois qu'il faut qu'on quitte la salle, un supposé prix Nobel d'économie, M. Nordhaus, qui a reçu ce prix en 2018 et qui a travaillé sur la question environnementale. On peut dire c'est bien, enfin un économiste qui s'intéresse au réchauffement climatique. Alors qu'est-ce qu'il dit ce monsieur?
c'est tant que le réchauffement climatique n'atteint pas plus 3 degrés à un moment ou à un autre, plus 3 degrés, on en est à environ 1,4 degrés. Bon, il n'y a rien à faire. Donc il faut attendre, finalement. Parce que ça ne serait pas efficace, pour reprendre ces termes, de limiter les émissions de CO2. Donc attendons. Et puis de toute manière, les coûts sont minimes, d'après lui, ça représenterait 5% du PIB. Donc, voilà. 5% du PIB, c'est exactement ce à quoi correspond l'agriculture aujourd'hui. Donc, ce monsieur n'a pas réfléchi que si on perd 5% du PIB, c'est peut-être justement l'agriculture, parce que le réchauffement climatique touche directement en premier lieu l'agriculture, et que pour vivre, il faut tout simplement manger les bois. Et voilà, il est mis sur un piédestal. Bon, voilà, en conclusion, vous avez peut-être des derniers éléments. Je souhaiterais rapidement discuter avant que nous libérions la salle. Sinon, je réponds à mes courriers électroniques. Si vous souhaitez. Comment ? Revenir à la question sur les solutions. Oui. Penser à une démocratie participative. Nous avons un peu une notion qui s'est détériorée ces dernières années. On a un manque de volonté de participer aussi en Europe. Et ça se voit beaucoup aussi chez les jeunes, en tout cas la génération. On veut plutôt se défaire de ça parce qu'on a peur il y a une certaine peur qui est transmise. Donc peut-être qu'une solution, ce sera d'être plus participatif, rejoindre ces mouvements et de faire parler sa voix à travers les institutions et les droits et les devoirs qui sont donnés par un exemple qui est très bien. Un exemple qui pourrait être pris, par exemple, ce sera la Suisse. La Suisse, il y a une démocratie participative où chaque citoyen a la possibilité. Après, c'est une petite échelle, donc c'est plus facile à s'organiser. Donc, c'est des questions logistiques, mais ça peut déjà inspirer sur des modèles qui sont un peu plus faciles. On prend souvent l'exemple du pays où il y a 5-7 millions d'habitants. C'est vrai. Comme le Danemark, la Suède, etc. Et il y a des initiatives intéressantes dans ces pays-là, mais c'est vrai que l'organisation est infiniment meilleure qu'en France. Et d'autre part, normalement, en France, le problème, ce que j'entends en ce moment, c'est pas il y a de moins en moins de gens qui vont voter, mais il y a de moins en moins de gens pour qui on peut voter en France. Donc, ceux qui ne veulent pas voter, peut-être, et aussi ceux qui voudraient bien voter pour qui. Oui, c'est ça. Oui. On m'a expliqué qu'aux États-Unis, un jour, les Africains, les Mexicains ne votaient plus parce que c'était une catastrophe. T'as du confiance. Sur le peuple. Et à New York, tout d'un coup, on a un candidat qui tout d'un coup fait que ces gens-là qui ne votaient plus votent à 60%, 80%. Tu vois bien. Parce que pour moi, c'est une réponse. Le problème, la démocratie, c'est aussi ça. Merci. Sur la démocratie participative, je vais avoir votre avis en Suisse. Il y a la théorie et la pratique. Donc, en théorie, c'est bien. Simplement, il y a eu 2 exemples récents en Suisse. L'un sur le vote sur la retraite pour les femmes, qui est passé de 64 à 65 ans, dont tout le monde s'exprime, c'est bien. On a vu après que c'était basé sur des fausses statistiques. Donc, c'est l'équivalent de l'INSEE qui avait fourni des statistiques qui étaient fausses. Alors, c'est biaisé. Second exemple, donc les femmes travaillent en plus, mais sur la base de fausses informations. Après le vote. Second exemple, les fameux F-35, donc il y avait un vote qui ont finalement été achetés, donc il y a eu une votation, comme on dit. Est-ce que la population est pour ou contre ? 50,1% étaient pour, basé sur de fausses informations. Tout le monde est assis, ça vaut mieux, avant de vous lever, attendez. Parce que il avait été dit que le prix était fixe, mais en fait, j'ai compris, il m'est arrivé à 66 ans, de comprendre la différence entre prix fixe et prix garanti. Donc il est prix fixe et n'est pas garanti. Donc c'est comme si vous demandez un devis à votre plombier, et puis le plombier vous dit oui, d'accord, vous allez recevoir, c'est bon, on consigne. Puis aussi, il n'y a pas de prix. Puis finalement, c'est ce niveau. Finalement, c'était pas supposé dépasser 6 milliards, puis ça va arriver à 12 milliards d'honneur de grandeur. Voilà le niveau des gens qui ont pris ces décisions. Le prix était fixe, mais personne ne le connaissait. Donc c'est pas une bonne idée.
Et qu'il y a, encore une fois, il y a la différence entre la manière de la théorie et la pratique, tout simplement. En théorie, oui, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des gens honnêtes et compétents pour mettre ça en place. Merci pour votre disponibilité, pour vos remarques et vos questions, et bonne fin d'après-midi.